Alors, bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu particulière, c'est pour ça l'accoutrement. Aujourd'hui on reste dans la survie, mais on sera plus dans la survie urbaine que dans la survie en nature. Pour moi, survivre, ça doit être partout. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un couteau que j'affectionne particulièrement au milieu tactique. C'est le couteau Boker plus Gekai. C'est parti! Alors, d'abord la marque Boker. Boker Plus, hop, qu'on voit ici. C'est une marque qui existe, une marque allemande qui existe depuis plus de 150 ans, 1869 je pense pour être exact. Alors c'est des couteaux qui sont réalisés en Allemagne, à Solingen, hein, avec le logo de l'arbre. Il y a différentes catégories dans les couteaux Boker. Il y a les couteaux Boker Excellence Premium, il y a les Boker Plus, il y a les Boker Magnum. Alors il faut savoir que la série Boker Plus, qui est souvent designée par des designers indépendants, donc celui-ci par exemple c'est Charles de Bayer de Opus Knife. Pour ceux qui connaissent, vous retrouvez un petit peu la larme Opus, donc famille Wildsteer, c'est pareil, mais donc le fils a créé Opus Knife, qui est une excellente marque de couteau, mais je ne sais pas si elle va perdurer dans le temps ou si c'est pas déjà fini, mais en tout cas, très, très bon designer. Alors la série des Boker Plus, elle est designée à Solingen en Allemagne, mais par contre les couteaux sont faits soit en Asie, soit aux États-Unis, soit en Italie. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. C'est des couteaux qui ont quand même plus de 150 ans, en tout cas une coutellerie qui a plus de 150 ans d'existence, avec la rigueur allemande, déjà du bon à la base. Ici on est sur le modèle donc Boker Plus Gekai. Alors je vous dis déjà avant de commencer que la paracorde rouge n'est pas fournie avec. Donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté, et que le couteau est normalement entièrement nu, et que moi j'ai rajouté une gaine thermorétractable ici pour avoir un peu plus de prise sur le couteau, qui est bien sûr livré sans le couteau. On va passer maintenant aux caractéristiques techniques du couteau. Alors, concernant l'étui d'abord, on a un étui Kydex qui est très fin mais pas trop fin. Qui est super bien réalisé, super slim. On a ici le trou pour l'évacuation des eaux, différents trous pour accueillir le petit clip ceinture qui est livré avec, qui est de très bonne qualité. Vraiment un petit clip génial. Une fois qu'on le met sur le couteau avec ces deux vis ici, je l'ai essayé, on peut le mettre en scoot carry ou en port traditionnel. Il fait vraiment le travail, il est d'excellente qualité. Moi, je ne l'utilise pas pour un port discret, mais pour quelqu'un qui voudrait l'avoir à sa ceinture de façon traditionnelle. Parfait petit objet avec le logo de Boker Plus. L'étui Kydex, très bien. Rétention, hop, impeccable. Aucun bruit, aucun jeu. Donc là, on est vraiment dans le tactique complet. Le fait qu'il soit relativement plat, eh bien, on peut le porter très facilement sans qu'il se voit. Ici, vous avez la possibilité, si vous prenez une paracorde plus grande et plus discrète éventuellement, ici je l'ai mise en rouge exprès parce que c'est pour l'instant un couteau d'entraînement et donc je dois bien savoir où il est tout le temps. Mais sinon, un port plus discret avec une paracorde éventuellement plus fine, une paracorde noire, que vous auriez autour du cou ici, en holster épaule, ou alors, comme je vais vous montrer tout à l'heure, l'attache que moi je préfère au niveau du pantalon, avec le couteau qui a un léger jeu au niveau de l'aine pour pouvoir être plus mobile en cas de fuite, d'attaque, du fait de s'asseoir dans une voiture, peu importe, en fonction de toutes les positions. Je trouve que c'est vraiment génial comme prise. Donc ça, c'était pour l'étui. Pour le couteau, voilà la bête. Donc on est bien sur une seule pièce d'acier D2. Alors l'acier D2, c'est pas un acier exceptionnel. Pourquoi ça me dérange pas? Un couteau tactique, contrairement à un couteau utilitaire ou de survie, le couteau tactique, souvent vous ne l'utilisez qu'une fois, sauf si vous êtes à l'armée, sauf si vous êtes dans les forces de l'ordre ou en rupture de la normalité. Vous serez peut-être amené à l'utiliser plusieurs fois, mais si vous êtes au civil, les couteaux tactiques sont faits pour se défendre contre des dinosaures, tout le monde le sait. J'espère pour vous qu'il ne vous arrivera jamais de croiser un dinosaure. Si vous croisez un dinosaure, avec plein de cartons autour de lui, vous aurez une utilisation unique de ce couteau pour percer le carton du dinosaure et en faire des boîtes à chaussures, par exemple. Donc ici, l'acier D2, le fait qu'il n'ait pas un tranchant
hyper solide, le fait qu'il ne soit pas full inoxydable, donc l'acier D2 réagit toujours un peu à l'acide des fruits, à l'eau salée, à votre transpiration, etc. Tant qu'il reste dans un étui et qu'on est dans un monde traditionnel avec un climat tempéré normal, vous n'aurez jamais aucun souci de corrosion avec l'acier D2, qu'on se le dise. Ensuite, qu'est-ce qui marque directement dans ce couteau, à part cette belle petite gueule tactique? C'est la larme. Le trou dans la lame en forme de larme qui est vraiment typique de chez Opus Knife, donc le designer Charles de Bayer, qui je trouve rajoute vraiment une petite note géniale. Alors normalement ici on ne le voit pas parce que j'ai mis une gaine thermorétractable, mais on a deux trous ici qui nous permettent de gagner un peu de poids au niveau du couteau et de pouvoir passer une dragonne. Ceux qui préfèrent l'utiliser avec une dragonne le peuvent, mais néanmoins pour moi c'est un parfait couteau 4 doigts, contrairement à la plupart des petits couteaux 3 doigts qui sont pas du tout efficaces. Ici on a vraiment les 4 doigts bien faits. Qu'est-ce qu'on voit aussi ici? On a ce couteau qui est vraiment très droit avec un faux contre-tranchant pour la pénétration, mais qui marche très bien. On a vraiment une lame, une pointe hyper acérée, tranchant en sortie de boîte. Alors on est sur une lame, une émouture plate, hein, on va dire plate partielle avec ici, mais on est plus sur de l'émouture plate. Et on a, c'est ça que j'aime bien sur ce couteau-ci, c'est qu'on a pas de lame droite, on a une courbure du début jusqu'à la fin, jusqu'au ricasso. Donc en fait ici on a une lame qui est vraiment courbe. On a ici une garde, finger choil, peu importe ce que vous voulez. En tout cas on a un dessin dans le manche qui nous permet de bien tenir le couteau et surtout de ne pas, en cas de stress, d'adrénaline, etc., de ne pas déconner et d'arriver sur la lame et de se couper le doigt parce que on a sorti son couteau comme un débile. Donc vraiment une prise en main exceptionnelle. On a un jimping sur le dessus qui est parfait, c'est-à-dire que souvent en fonction de certains couteaux, le jimping est soit trop agressif, soit pas assez, soit trop élargi, soit pas assez. L'écart entre les créneaux du jimping est parfait et on a vraiment une prise en main mais exceptionnelle. Je vous assure, vraiment c'est exceptionnel. J'adore ce couteau et donc en fait le jimping plus ici, on va dire le finger choil, hein, pour ceux qui connaissent, mais le passant pour le dernier doigt, une fois qu'on a serré ça ici, que ce soit en prise normale ou en prise inversée, on n'a absolument aucun problème, aucun, au niveau danger de pouvoir éventuellement glisser sur la lame. On n'a aucun souci avec ça. Donc vraiment un couteau exceptionnel. On va voir ses dimensions. Alors pour un poids de 85 grammes, la lame fait plus ou moins 8,2 cm, entre 8,2 et 8,5 en fonction des sites, et le manche fait 10 cm. Tout ça pour du 85 grammes. Finition stonewashed avec un acier donc qui ne va pas refléter de trop la lumière du soleil. C'est pas un coating tactique, mais c'est beaucoup moins visible qu'une finition miroir. Donc acier D2 et vraiment full tang. Et alors là, vraiment la spécificité que j'adore, c'est que cette lame fait plus ou moins en fonction des sites entre 4,8 et 5 mm d'épaisseur. Ce que j'adore particulièrement pour les couteaux tactiques, parce que souvent les couteaux tactiques sont faits pour être discrets mais sont beaucoup trop minces. Ici on est bien dans le cadre d'une défense de dinosaure et donc qu'est-ce qu'il faut faire face au dinosaure? Il faut l'impacter avec une certaine force pour pouvoir le neutraliser et pour pouvoir partir vers des contrées plus sûres, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas que la lame soit trop longue parce qu'on ne veut pas tuer ce pauvre dinosaure, hein, puisque on aurait les défenseurs des dinosaures sur la tronche. On veut juste lui dire hop, mon grand, recule, moi je me casse. Donc, tout bon couteau tactique pour moi est un couteau qui va avoir une épaisseur significative. Malgré le fait qu'il a un contre-tranchant ici, on reste quand même sur une lame qui est assez épaisse et surtout une très bonne prise en main. Ça pour moi, c'est ce qui fait de ce couteau vraiment un couteau exceptionnel. Alors, mis à part le fait que ce couteau est à usage tactique, bah, vous voyez que quand il arrive, il est vraiment rasoir. Vous pouvez également l'utiliser pour des tâches quotidiennes, j'ai envie de dire.
Sachez juste qu'on n'est pas sur de l'acier des poudres, la métallurgie des poudres, on n'est pas sur des aciers de l'espace, on est sur un D2 de base. Et donc si vous vous amusez à couper des cordes ou à couper des caisses en carton toute la journée avec, il faudra le réaiguiser plus souvent. Ça c'est à savoir. Mais pour le reste, il fait vraiment tout un tas de petites tâches correctes. Ça peut être du découpage de saucissons aussi. Faites attention, comme je vous ai dit, l'acier D2 résiste mal aux acides des fruits. Donc si vous coupez vos petits fruits avec ça, bon, j'ai envie de dire achetez-vous un Mora, sinon vous n'avez rien compris. Mais au cas où, si vous voulez quand même l'utiliser, faites attention de bien le sécher et de recouper du saucisson après pour regresser un peu la lame. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. L'acier D2 n'est pas spécialement trop lisse, mais j'ai quand même rajouté cette gaine thermorétractable parce que, voilà, moi ça m'apporte un plus. Déjà au niveau du design, quand le couteau est dans son étui, je ne parle pas de la paracorde rouge que j'ai mis pour le training pour le moment, mais quand elle sera noire, on n'a pas beaucoup de reflets possibles. Ici on a un trou, ici on a du noir, ici on a du noir. Donc à part là et là, on n'a déjà pas de reflets énormes. Maintenant donc, je vais vous montrer comment je fixe ce couteau et comment est-ce qu'on peut repousser un dinosaure en frappant dans son carton, puisque tout le monde sait qu'à l'heure actuelle, il y a des dinosaures partout. On va toujours avoir entre guillemets deux types d'usage. On a la percussion droite, exactement comme quand on donne un coup droit, et la percussion montée ou descendu comme quand on va donner un crochet. Donc pour la percussion droite, le plus important c'est effectivement de bien serrer le manche en prise normale avec la lame devant et de pouvoir repousser le dinosaure qui vous attaque afin d'établir certains dégâts sur son carton, de pouvoir reprendre de la distance et de partir. On est toujours bien ici dans le cadre d'un usage tactique pour la défense et jamais pour l'attaque. On est déjà à une certaine distance de la personne. Si malheureusement la distance n'est pas possible parce qu'il y a un mur derrière, parce qu'on a tout un tas de choses, on va de toute façon essayer de garder ses mains à hauteur de la poitrine pour pouvoir contrer plus facilement un coup qui arriverait. Si jamais on est face à une personne armée, etc., de pouvoir éventuellement désarmer la personne ou en tout cas sortir de la ligne de tir. Au ralenti, si jamais on est censé impacter le dinosaure dans son carton, on aura les mains ici. D'un coup, on va venir chercher le couteau qu'on va prendre avec une prise ferme et définitive pour impacter le carton du dinosaure. Impacter le carton du dinosaure. Alors, je vous dis, une prise droite, on va jamais partir tout droit comme ça, pour une simple raison qu'avec le poignet ici, on va toujours être légèrement de profil et on va venir impacter en essayant de piquer pour pouvoir gêner le dinosaure dans son carton et reprendre une certaine distance. Alors la deuxième utilisation qu'on va avoir en milieu sauvage de la préhistoire avec un couteau tactique, eh bien ça va être ici non plus la prise traditionnelle avec pouce sur le jimping, mais bien la prise inversée avec pouce sur le cul pour pouvoir cette fois-ci non plus venir impacter en ligne droite, mais venir trancher le carton du dinosaure. Ça sous-entend évidemment que on a l'habitude de sortir le couteau rapidement comme ça et de venir le remettre correctement ici. Si pas, eh bien il faudra une préparation préalable pour sortir le couteau, le faire passer en position d'attaque circulaire et impacter en attaque circulaire ici. Toujours en serrant bien ce couteau et en venant chercher soit à la montée, soit à la descente, sachant que la descente sera toujours moins efficace. À la montée, un peu comme un carambite, venir ici. Alors ici, vous ne voyez pas vraiment les impacts du carton, je vais vous les montrer après. Je suis ici et j'impacte. Voilà. Alors, voilà, ici, vous avez cet impact-ci et vous avez cet impact-là qui montre bien que notre ami dinosaure est bien impacté. Donc ici,
on a soit la possibilité de sortir le couteau discrètement en prévision et de pouvoir le rendre entre guillemets invisible tant que faire se peut. Et là, on a déjà le couteau qui est prêt à venir entailler le carton du dinosaure, ou alors on l'aura préalablement pris et on aura peut-être pu le cacher pour venir piquer le carton du dinosaure. Ça, c'est dans le cadre d'une préparation lente et discrète. Dans le cadre d'une sortie plus rapide de l'étui, à ce moment-là, il faudra bien répéter plusieurs fois le geste de soulever ce pull en gardant bien sûr la distance avec son carton pour pouvoir avoir un dégainement rapide. Et c'est ici que le système d'accroche que j'ai fait va intervenir, où on va tirer sur tout le holster et on va laisser pendre le holster, puisque là on est vraiment en mode on repousse le dinosaure, on n'a plus rien à cacher et on y va. Une fois qu'on a repoussé, pas plus que ce qu'il faut, on prend la fuite, le plus important, la fuite, et une fois que le dinosaure est mis hors d'état de nuire, eh bien on veut plus voir le dinosaure et on cavale. On cavale pourquoi? Parce qu'on n'est peut-être pas seul, on est peut-être accompagné de sa famille. Ils ne sont peut-être pas seuls, le but étant de survivre, bien sûr, puisque on est sur une chaîne de survie, et ne pas d'impacter plus que nécessaire. On veut juste, hop, ici, pouvoir arrêter l'agression et partir en cours. Alors donc, concernant le système de port, eh bien, au préalable, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé mon couteau sur une table et j'ai passé, hop, ici, ma boucle au niveau de mon passant du pantalon. Je vous montre. Je viens l'installer ici, sans me couper bien sûr, et je viens passer mon étui dans la boucle. Ensuite, je resserre et j'ai mon étui qui tient. Le fait que l'étui soit mis comme ça, eh bien, hop, je remets le couteau et en fonction de la distance que vous voulez donner à la corde, moi j'aime bien des distances assez courtes, eh bien, vous pouvez, hop, venir le mettre directement dans le pantalon pour avoir un port discret où on ne voit absolument rien. Pourquoi est-ce que je préfère ce port-là par rapport à un port avec un clip, comme le clip qui est livré avec? Ça peut être un ulti-clip, ça peut être un T-Lock, peu importe. Pourquoi? Parce que ici, c'est vraiment souple, lisse, on ne voit rien, rien du tout. Et ça me permet aussi, quand j'ai mon couteau qui est à l'intérieur, de pouvoir me baisser et de pouvoir éventuellement monter dans une voiture ou éventuellement même repousser un agresseur sans avoir le couteau qui me gêne ou qui me rentre dans la peau. Et dès que je le sors, hop, la prise est très vite réalisée et ça va tomber nulle part, ça va pas me gêner pendant le jeu avec mon dinosaure. Voilà, donc ça c'est pour le port que moi j'utilise. Vous pouvez le porter aussi en neck knife. Alors pour moi il est déjà un peu grand pour être un neck knife. Le désavantage du neck knife, pour moi c'est un des seuls désavantages, c'est que il va falloir remonter plus haut pour venir sortir la bête. Que ici, hop, c'est très relativement accessible, c'est facile et ça nous permet de pouvoir avoir l'outil très rapidement pour repousser le dinosaure. Vous voyez que ce pauvre dinosaure, il a été impacté en impact direct à plusieurs reprises ici, et les impacts en circulaire, eh bien vous voyez ce que ça peut faire comme dégâts. Voilà, ici et ici. Voilà, ça c'est du circulaire, ça c'est du circulaire, ça c'est du circulaire, ça c'est du circulaire. Et ici, vous avez
les impacts directs. En fonction des couches de vêtements que va avoir votre dinosaure, des couches de carton, plus les couches seront épaisses, plus le direct sera intéressant pour essayer d'atteindre le dinosaure. Si le dinosaure n'a qu'un t-shirt parce qu'on est en été, un petit t-shirt en carton, à ce moment-là, la frappe inversée sera utile pour pouvoir impacter très fort le dinosaure sans aller chercher ses organes vitaux. Voilà, c'est ainsi que se termine cette revue un peu particulière sur un couteau tactique exceptionnel, hein, le Boker plus Gekai, designé par Charles de Beyer, donc de chez Opus Knife. Je vais déjà anticiper certaines remarques. J'ai bien fait cette vidéo dans l'unique but de vous présenter un couteau, une marque, un designer qui font des couteaux tactiques, entre autres, pas que, et de très bonne qualité. Ça s'arrête là. Au niveau de la pseudo-théorie pratique que j'ai montré ici, si on n'est pas en temps de rupture de la normalité, si on n'est pas dans les forces de l'ordre, vous n'avez aucun intérêt à avoir ce genre de couteau sur vous. Mais comme ça, vous savez que ça existe. Et ensuite, à aucun moment, je n'ai parlé de la légitimité ou de la légalité de porter un tel objet pour la bonne et simple raison que c'est tout à fait illégal. Et ensuite, au niveau de l'utilisation, j'ai toujours bien mentionné cette utilisation dans le cadre d'un monde dans lequel il y aurait encore des dinosaures qui porteraient du carton et je n'ai fait allusion à rien d'autre. Et ensuite, c'est toujours dans le cadre d'une défense, jamais d'une attaque que je m'en suis servi. Voilà. À bon entendeur, à vous de prendre vos responsabilités si vous décidez d'acheter un tel couteau, si vous décidez de porter un tel couteau et si vous décidez d'utiliser un tel couteau. Chacun est assez grand, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, j'espère que cette mise au point est claire pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, le petit pouce de la victoire vers le haut, ce serait génial. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Surtout quand ils sont sympas, c'est cool. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, que ce soit au niveau tactique, survie dans les bois, etc. Et puis, toujours pareil, si vous voulez venir vous amuser avec moi dans les bois, je donne toujours les stages wksurvival.be ou woodknifesurvival.com. Pour l'instant ici, j'ai pensé aux frileux et donc les stages se sont arrêtés pour, on va dire, l'hiver. Et ici, en mars, tout ça va reprendre. Donc, n'hésitez pas à déjà aller jeter un œil sur le site. Les dates suivront. Et puis, moi, je vous attends en forme. On va profiter. On va parler d'énormément de choses de survie naturelle. Pour l'instant, je fais pas encore la survie urbaine. C'est uniquement sur rendez-vous et encore particulier. Mais si vous avez des questions sur la survie urbaine pendant notre périple dans les Ardennes belges, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Sortez, amusez-vous, achetez vos couteaux en conscience, utilisez vos couteaux en sachant pourquoi vous les utilisez. Et puis, amusez-vous. Allez, à bientôt.